On l'appelle parfois dette de l'État au sens large, car au sens restreint, l'État n'est qu'une des administrations publiques, avec les collectivités locales et la sécurité sociale. Tout d'abord, cherchons à comprendre comment cette dette des administrations publiques se forme. Et pour ce faire, il faut saisir le fonctionnement du budget de l'État, soit une société administrée par un État. Et faisons l'hypothèse que nous sommes en présence d'une démocratie. Ainsi, la société confère des pouvoirs ou confie des tâches à l'État. Toutes ces fonctions qu'assume l'État vont prendre différentes formes. Tout d'abord, les pouvoirs fondamentaux qu'exerce tout État, les pouvoirs dits régaliens, police, justice, armée, auxquels certains ajoutent le pouvoir de création monétaire, qui se révélera très important pour la suite du propos. Et l'État peut assurer quantité d'autres tâches, selon qu'il obéit plus ou moins au modèle d'un État social. Administrer, exercer un pouvoir ou encore assurer un service coûte de l'argent. Pour désigner ces sommes, on parle de dépenses publiques. Et pour financer ces dépenses, l'État se doit de disposer de recettes, essentiellement collectées par le droit qu'a l'État de lever l'impôt. La collecte de ces recettes fiscales représente l'essentiel des recettes dont dispose l'État. La question qui se pose immédiatement, c'est celle de l'équilibre entre les recettes et les dépenses. Autrement dit, celle du solde budgétaire. On le calcule en soustrayant les dépenses aux recettes, et il peut se présenter trois cas de figure. Ou bien ce solde est positif, dans ce cas on parle d'excédent, ou bien ce solde est nul, on parle alors d'équilibre, ou bien ce solde est négatif, on parle alors de déficit et de déficit public lorsqu'il s'agit du déficit de l'ensemble des administrations publiques. Le déficit public, c'est donc lorsque les dépenses publiques excèdent les recettes publiques. Alors prenons l'exemple de la République française, qui est chaque année en déficit depuis 1974. Prenons l'exemple de l'année 2010. Ses recettes étaient d'environ 958 milliards d'euros, ses dépenses d'environ 1095 milliards d'euros. Ainsi, son déficit public ou son besoin de financement s'élevait à 136,5 milliards d'euros. Chaque année, les États ou les administrations dont le budget n'est pas équilibré doivent trouver les moyens de combler leur déficit. Dans la mesure où, en situation de déficit public, les dépenses excèdent les recettes et que l'on ne peut pas dépenser l'argent que l'on n'a pas, l'État va devoir emprunter pour financer son déficit. En ce sens, la dette publique peut être comprise comme la somme des différents emprunts nécessaires pour combler le déficit public. Et l'État emprunte ces sommes ou bien à sa banque centrale, ou bien sur les marchés financiers. La méthode la moins coûteuse pour combler le déficit, c'est d'emprunter à la banque centrale. La banque centrale est une émanation de l'État et est donc une institution publique qui dispose du pouvoir de création monétaire. Lorsque l'État réclame de l'argent à la banque centrale, en quelque sorte, il se prête de l'argent à lui-même. Cet argent est souvent généré par création monétaire et est prêté à l'État à des taux nuls ou quasi nuls. Une telle pratique a souvent eu pour effet de générer de l'inflation, c'est-à-dire de faire perdre à la monnaie de sa valeur. Aussi, dans les années 70-80, économistes et hommes politiques décidèrent qu'une des priorités des politiques économiques était de lutter contre l'inflation. Pour cette raison, il a été recommandé aux États qui recouraient à la création monétaire par la Banque centrale pour financer leur déficit de faire preuve de prudence en la matière. Et pour s'assurer de la bonne application de ces règles prudentielles, on chercha à construire juridiquement l'indépendance de la Banque centrale à l'égard du pouvoir politique, avant d'en venir, dans certains États, à purement et simplement interdire à la Banque centrale de prêter à l'État. C'est notamment le cas de la République française, au moyen de la loi dite Pompidou-Giscard de 1973, ou encore de tous les pays appartenant à la zone euro ayant signé le traité de Lisbonne de 2007. Le deuxième moyen de combler le déficit, c'est de faire appel à des investisseurs privés, c'est-à-dire d'emprunter sur les marchés financiers. Et ici, contrairement aux prêts octroyés par la Banque centrale, les marchés ou les investisseurs privés réclament des taux d'intérêt qui sont loin d'être nuls ou quasi nuls.
Le temps des grands emprunts nationaux, ponctuels et exceptionnels, est révolu. La gestion moderne des dettes publiques se caractérise par la finesse, la fréquence et la régularité de ses apports. Et elle est structurée par différents types de titres, nommés les instruments de la dette. Ces titres de la dette, essentiellement des obligations, sont de véritables produits financiers qui s'échangent sur un marché. Pour emprunter, l'État émet donc un certain nombre de titres de dette, obligations, bons du trésor, etc., qui seront les supports de l'emprunt. D'un point de vue juridique, ces titres sont un contrat entre l'État et un investisseur, qui stipule la nature du titre et ses propriétés essentielles. Sa valeur nominale, c'est-à-dire le montant du principal qui sera remboursé, son échéance ou sa maturité, c'est-à-dire la date à laquelle cet emprunt sera remboursé, qui peut aller de quelques semaines à 50 ans pour certains titres, et un taux d'intérêt, fixe ou variable pendant la durée de l'emprunt, qui servira à rémunérer le risque pris par l'investisseur en prêtant à l'État. Le taux d'intérêt a pour fonction de rendre le titre attractif aux yeux des investisseurs. Et le risque est notamment évalué par les agences de notation, rémunérées par l'État pour rendre un avis sur sa capacité à honorer ses engagements. Emprunter sur les marchés financiers, c'est donc vendre des titres de la dette à des investisseurs privés. Ces ventes ou ces émissions se déroulent sur le marché dit primaire selon la méthode des adjudications. Il s'agit tout simplement d'une mise aux enchères des titres de la dette. Pour ces ventes, nous allons le voir, c'est l'État bien qu'emprunteur qui occupe une position d'offre, et les investisseurs qui occupent une position de demande de titres. Dans sa démarche, l'État s'entoure de spécialistes en valeur du trésor. Cette vingtaine d'établissements financiers choisis pour leur solidité financière a pour rôle de conseiller et d'assister l'État dans sa politique d'émission. Une adjudication se déroule de la manière suivante. Le Trésor annonce une date, la nature des titres émis et le montant approximatif qu'il souhaite lever, c'est-à-dire qu'il souhaite emprunter. Les spécialistes en valeur du Trésor consultent alors leurs clients pour connaître l'état de la demande en obligations d'État ou en bons du Trésor. Chaque spécialiste en valeur du Trésor propose ensuite un volume de titres qu'il souhaite acquérir et le prix par titre, exprimé en pourcentage du nominal, qu'il est prêt à payer. Puis l'État adjuge en servant les propositions qui lui sont les plus avantageuses, afin d'en tirer le meilleur profit. Il en résulte, premièrement, que les titres ne sont pas vendus au prix de leur nominal, c'est-à-dire le montant qu'il faudra rembourser, le Trésor pouvant empocher un bénéfice sur ces ventes. Deuxièmement, que les spécialistes en valeur du Trésor ne voient pas toutes leurs propositions satisfaites. Pour la France, par exemple, le volume demandé par les investisseurs est en général de 2 à 4 fois supérieur au volume finalement adjugé par le Trésor. Enfin, les spécialistes en valeur du Trésor fournissent à leurs clients les titres qu'ils ont obtenus. Par la suite, s'organise un véritable marché dit secondaire ou encore marché de l'occasion, où s'échangent les titres de la dette. Chaque agent économique potentiellement détenteur de l'un de ces titres, État, parfois ménages, institutions internationales comme le FMI ou la Banque mondiale, ou investisseurs institutionnels, banques, sociétés d'assurance, fonds de pension, peuvent alors vendre leurs titres, ou en acquérir de nouveaux, à un cours fixé par le jeu de l'offre et de la demande. La dette publique passant alors rapidement de main en main, comme n'importe quel produit financier, au rythme de la fréquence des échanges sur le marché secondaire, c'est-à-dire de la liquidité de celui-ci. Examinons maintenant les mécanismes de paiement de la dette. Soit deux créanciers de l'État, qui détiennent respectivement une certaine quantité de titres de la dette, ces titres de dette fonctionnent de la manière suivante. Chaque année, l'État verse à ses détenteurs des intérêts. Ces intérêts sont perçus jusqu'à ce que les titres arrivent à échéance, c'est-à-dire le moment où l'État doit rembourser les sommes empruntées. Comment mesure-t-on la dette publique? Nous allons voir que cette question est loin d'être secondaire, puisque, selon le critère de mesure retenu ou le choix des grandeurs comparées, l'appréciation politique ou économique de la situation sera grandement différente. On désigne en général la dette publique soit en valeur,
par la somme qu'elle représente et dans la devise de son état d'émission, soit en la comparant au PIB sous la forme d'un taux. Alors, par exemple, pour la République française, en 2010, la dette publique représentait environ 1600 milliards d'euros, quand le PIB était d'environ 1900 milliards d'euros. Ainsi, la dette publique représente 82,3% de ce PIB. Voyons une carte de l'endettement des États, où les dettes publiques sont ici mesurées en pourcentage du produit intérieur brut, les couleurs chaudes représentant un fort taux d'endettement, avec par exemple l'État grec, endetté à hauteur de 150% du PIB de la Grèce, ou encore les États-Unis, endettés à hauteur de 100% du produit intérieur brut, ou encore le Japon, endetté à hauteur de plus de 200% du PIB. Donc on voit ici que de grandes puissances économiques connaissent un très fort taux d'endettement. Alors restons dans cette problématique de la mesure de la dette, en nous interrogeant sur les comparaisons qu'il faudrait effectuer pour avoir une appréciation claire et non catastrophiste de la réalité. Et procédons tout d'abord à une double distinction, d'abord entre le service de la dette et la charge de la dette, puis entre ce qui relève du stock de la dette et ce qui relève d'un flux. Le service de la dette, c'est ce que paye l'État chaque année au titre de sa dette et qui recouvre à la fois le remboursement du principal et le paiement des intérêts. Le paiement des intérêts étant nommé charge de la dette. Alors, représentons-le. Nous avons ici l'État et les détenteurs de la dette, qui sont ses créanciers, qui possèdent les bons du Trésor. L'État, chaque année, leur verse des intérêts. Ça, c'est la charge de la dette. Mais également, chaque année, en fonction des échéances de chacun des bons du Trésor, l'État rembourse des principaux. Distinguons ensuite, à propos de la dette, ce qui relève d'un stock, c'est-à-dire qui reste, qui demeure d'année en année, et ce qui relève d'un flux, c'est-à-dire qui circule chaque année. Nous avons l'État et ses créanciers, l'État qui a reçu une certaine quantité d'argent emprunté aux créanciers, en échange de promesses de remboursement, les bons du Trésor. Cette somme d'argent représente une dette qui est un stock. C'est ce stock que l'on désigne par le terme dette publique, les 1600 milliards de la dette publique française. Mais souvenons-nous, chaque année, l'État procède à des remboursements de principaux et également au paiement des intérêts. Cela, c'est un flux. C'est ce que l'on appelle le service de la dette, qui est annuel. Arrêtons-nous un moment sur ce critère de mesure de la dette publique qui est sans cesse utilisé, le produit intérieur brut, qui peut avoir certes sa pertinence dans la mesure où il est une bonne indication de la puissance économique d'un pays, mais enfin, à y voir de plus près, la comparaison PIB-dette publique comporte au moins 3 insuffisances. D'abord, on compare un flux, le PIB, à un stock, la dette. Ensuite, on met en regard le produit intérieur brut, qui correspond à une seule année de création de richesse, à un stock payable sur plusieurs années, la dette publique. Enfin, il faut prendre garde à ne pas confondre le produit intérieur brut et le revenu de l'État qui pourrait servir à rembourser la dette publique. Le PIB n'est pas le revenu des administrations publiques. Il serait donc préférable de comparer un stock à un stock. Par exemple, le stock de la dette publique et le patrimoine des administrations publiques, c'est-à-dire les terrains possédés par l'État, les bâtiments, les actifs financiers et les entreprises publiques. Voyons l'exemple de la République française en 2010. Le stock de la dette publique est alors d'environ 1600 milliards, quand son patrimoine était évalué à plus de 2500 milliards d'euros. Le patrimoine ou les actifs de la République française excèdent donc largement le montant de sa dette publique. Et si l'on tient vraiment à comparer le PIB au stock de la dette, il faut prendre garde à distinguer un revenu annuel d'une dette payable sur plusieurs années. Avant de transposer ces notions aux recettes d'un État,
Comprenons-les à propos d'un ménage. Imaginons que ce ménage a un revenu de 3 000 € et contracte un crédit pour acheter une maison, par exemple, de 200 000 €. Autrement dit, il contracte une dette de 200 000 €. La comparaison semble alors effrayante. Le revenu est largement inférieur à la dette, mais c'est un revenu sur un mois, alors que la dette, elle, est payable, par exemple, sur 25 ans. Donc, pour faire une comparaison précise, il faudrait procéder à des multiplications, afin d'obtenir un revenu annuel et d'obtenir un revenu sur 25 ans. On compare alors un revenu sur 25 ans de 900 000 € à une dette payable sur 25 ans de 200 000 €. Eh bien, on rencontre le même problème à propos de la dette publique, en comparant le PIB, qui est un flux sur une année, à la dette, qui est un stock remboursable sur plusieurs années. On mesure la progression de l'économie nationale annuellement par le PIB, et on compare ce dernier à la dette publique, qui est en fait un ensemble d'emprunts ayant des échéances différentes, mais dont on peut calculer l'échéance moyenne. En l'occurrence, cette durée de vie moyenne de la dette négociable est de 7 ans et 55 jours. On peut arrondir en disant que la moyenne des échéances de remboursement est de 7 ans. Ainsi donc, ce qu'il faut multiplier, c'est le PIB, qui est annuel, par 7, pour obtenir une sorte de produit intérieur brut sur 7 ans. Et dans cette perspective, on pourra ramener le stock de la dette publique, qui était de 1 600 milliards d'euros, au chiffre bien plus conséquent de 14 000 milliards d'euros, c'est-à-dire la richesse que pourrait produire l'économie nationale en 7 ans. Enfin, une troisième raison de douter de la comparaison PIB-dette publique, c'est que le PIB n'est pas le revenu de l'État. L'État, ce n'est pas l'économie nationale. Et donc les notions de croissance ou de produit intérieur brut concernent l'économie nationale. Ce n'est pas le revenu des administrations publiques ou de l'État. C'est cependant bien sur cette économie nationale que vont être prélevés les impôts, sous la forme d'un certain pourcentage, qui constitueront les recettes fiscales prélevées par l'État, qui serviront éventuellement à rembourser la dette. Mais ce n'est pas le PIB par lui-même qui va servir à rembourser la dette. Au fond, la comparaison la plus pertinente serait celle qui ramènerait un flux à un flux. Par exemple, la charge de la dette, c'est-à-dire le paiement des intérêts, sans prendre en compte le remboursement du principal, donc cette charge de la dette, qu'il faudrait comparer aux recettes fiscales, en quelque sorte les revenus de l'État, dans la mesure où les recettes fiscales constituent la plus grande partie des revenus de l'État. Ainsi donc, ces recettes fiscales rentrent dans les caisses de l'État et ressortent sous forme de dépenses, et il faudrait distinguer, au sein de ces dépenses publiques, les sommes destinées strictement au paiement des intérêts, ce qui permettrait de ramener les recettes fiscales engrangées en quelque sorte par l'État sur une année à ce que l'État paye sur une année au titre des intérêts de la dette. Si l'on prend l'exemple de la République française, pour 2010, on s'aperçoit que les recettes fiscales représentent 958 milliards d'euros, et le paiement des intérêts représente environ 42,5 milliards d'euros. On comprend alors bien que ce que coûte véritablement à la France chaque année le paiement des intérêts de la dette est bien peu de choses ramené à ce que lui rapportent les recettes fiscales. Posons la question dans toute sa généralité, la dette publique est-elle un problème? Eh bien cette question fait débat parmi les économistes, et il n'existe pas de réponse tranchée. Il est par exemple difficile d'établir un montant critique. Souvenons-nous par exemple que le Japon est endetté à hauteur de plus de 200% de son PIB. Mais s'il est aussi difficile de trouver une solution à la question de la soutenabilité de la dette, c'est surtout parce que cette réponse échappe au domaine de la stricte analyse économique. Car le problème ne relève pas seulement de processus économiques, mais dépend aussi des orientations politiques des décideurs, ainsi que de considérations sur la psychologie des investisseurs, et encore plus profondément, d'une dimension anthropologique ou sociologique par le rapport qu'entretient l'humanité avec la notion de dette. On se focalisera ici sur la question de la confiance des investisseurs, parce que c'est de celle-ci que dépend, d'une part, la possibilité d'emprunter, d'autre part, le niveau des taux d'intérêt auxquels l'État pourra emprunter.
Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'en réalité, le principal n'est pas un problème, car il est en quelque sorte réemprunté à l'infini, du moins tant qu'il existe des agents économiques prêts à investir dans les bons du Trésor. En fait, l'État réemprunte sans cesse dès qu'il doit rembourser. Prenons un exemple. Voici notre créancier A, qui détient un bon du Trésor qui arrive à échéance en 2010. Arrive alors l'année 2010, l'État doit rembourser le principal emprunté, mais il se trouve que les caisses sont vides. Alors l'État va se tourner vers les marchés en proposant des bons du Trésor, par exemple à échéance 2020. Un créancier B, qui possède une certaine somme d'argent, peut alors décider de l'investir sur les marchés en achetant ce bon du Trésor à échéance 2020. Il se retrouve alors propriétaire de ce bon du Trésor, et l'État dispose de la somme nécessaire pour pouvoir rembourser le créancier A. Et le prêt d'un créancier C servira à rembourser l'emprunt au créancier B. Et ainsi de suite, à l'infini. Cela est rendu possible parce qu'un État est une entité politique souveraine qui n'a pas de fin. Et d'autre part, la finance internationale a trop besoin des bons du Trésor, car il s'agit des titres financiers les plus sûrs qui soient. Cela est complètement différent pour d'autres agents économiques, comme un individu par exemple. Car un individu peut certes contracter des crédits facilement lorsqu'il est jeune, parce que son banquier sait qu'il sera solvable, mais cela n'est pas possible tout au long de sa vie. En fait, on le voit, c'est surtout le paiement des intérêts qui représente un problème. Car au regard du niveau des sommes empruntées, les sommes consacrées au versement des intérêts vont elles aussi atteindre des niveaux gigantesques. Et bien des États se retrouvent à consacrer une partie non négligeable de leurs recettes au paiement des intérêts de leur dette publique. C'est le cas de la France, par exemple pour l'année 2010. Le paiement des intérêts de la dette publique représentait alors, si l'on met de côté les remboursements et dégrèvements, le deuxième poste budgétaire. Par-delà les stricts problèmes de coûts, la préoccupation majeure des États endettés et des économistes, c'est l'absence de contrôle sur cet endettement. Car plus un État est endetté, plus il a tendance à s'endetter davantage, puisque la faiblesse de ses ressources le contraint, pour payer les intérêts de sa dette, à emprunter de nouveau, augmentant mécaniquement le stock de la dette d'année en année, selon une tendance que les économistes nomment l'effet boule de neige, par analogie avec une boule de neige dévalant une pente. L'endettement n'est alors plus maîtrisable, à moins de dégager d'importants excédents budgétaires. Le mécanisme est le suivant. On retrouve notre État et sa dette publique, c'est-à-dire l'ensemble des principaux empruntés, qui doit payer à ses créanciers les intérêts de la dette, c'est-à-dire la charge de la dette. Mais ne disposant pas des ressources nécessaires au paiement de ces intérêts, l'État doit se tourner vers les marchés pour y emprunter ces sommes. Ces sommes vont donc s'ajouter au stock de la dette. Et puisque le stock de la dette augmente, la somme consacrée au paiement des intérêts va elle aussi mécaniquement augmenter. Or, l'État n'a toujours pas les ressources pour financer ce paiement des intérêts. Il lui faut donc à nouveau emprunter, ces emprunts vont venir à nouveau grossir la dette, et ainsi de suite. L'accroissement de sa dette publique échappe à tout contrôle, car c'est le seul cercle vicieux, paiement des intérêts, emprunt pour payer ses intérêts, qui fait augmenter mécaniquement cette dette. Notons que dans notre illustration, les taux d'intérêt restent constants. Or, en général, un tel accroissement de la dette publique entraîne une perte de confiance des investisseurs, qui réclameront donc des taux d'intérêt plus élevés. Le point nodal du problème de la dette publique semble donc être celui de la réputation financière d'un État, c'est-à-dire de la confiance des investisseurs, ou encore de la confiance des marchés. Car c'est dans la négociation avec ceux-ci que se détermine le taux d'intérêt auquel l'État va pouvoir emprunter.
Une bonne réputation financière se cristallise dans une excellente note attribuée par les agences de notation. Mais si ces investisseurs estiment que certains indicateurs, comme l'accroissement du stock de la dette publique ou une chute de la croissance économique ne sont pas bons, ils vont juger que la probabilité d'un défaut de paiement augmente et vont donc réclamer de plus forts taux d'intérêt pour rémunérer le risque qu'ils pensent encourir s'ils continuent de prêter à l'État. Cette augmentation des taux d'intérêt peut alors connaître une accélération, voire un véritable emballement, lorsque les investisseurs prennent peur. Un tel emballement est rendu possible par la nature même des marchés financiers et du comportement moutonnier de ses agents. Mais de fait, même si la réputation financière d'un État chute de manière vertigineuse, il se trouve presque toujours des investisseurs pour proposer des prêts, au moins parce que les taux d'intérêt augmentant, certains tentent le risque de la spéculation. Si l'on estime, pour telle ou telle raison, que la dette publique est un problème, se posera alors la question des moyens de son élimination. Trivialement, il se résume à l'alternative suivante: on se débarrasse de la dette publique, soit en la remboursant, soit en ne la remboursant pas. La première manière de se débarrasser de la dette publique, c'est donc de la rembourser, c'est-à-dire de payer aux différents créanciers le principal qui a été emprunté, sans pour cela réemprunter à nouveau. Il y a deux façons de se donner les moyens de rembourser. Soit on pratique une politique budgétaire adéquate, soit on liquide le patrimoine de l'État. Ce premier moyen, rechercher l'équilibre des budgets, voire de dégager des excédents plusieurs années de suite, permet de rembourser progressivement. C'est ce que l'on appelle les politiques de rigueur, qui ont deux volets, l'augmentation des recettes et ou la diminution des dépenses. Il s'agit d'augmenter les impôts, les taxes, etc. Le deuxième volet des politiques de rigueur, qui est toujours présenté par les États comme une nécessité imposée par la situation économique, c'est la réduction des dépenses publiques. Elle s'effectue en choisissant les secteurs où l'on va injecter moins d'argent. C'est évidemment une décision politique, de même que l'augmentation des impôts, car il va falloir choisir les différents groupes sociaux ou classes sociales qui vont supporter les effets de ces mesures. Pour se doter des liquidités nécessaires au remboursement de la dette publique, on peut également vendre les propriétés de l'État. Car l'État possède un patrimoine, constitué de bâtiments, de terrains, mais aussi d'actifs financiers, parmi lesquels des actions, des participations à des entreprises, mais aussi des bons du trésor d'autres pays, ou divers investissements financiers. Ces différents actifs, financiers comme non financiers, peuvent donc être vendus, cédés au secteur privé, pour remplir les caisses de l'État. Voyons le patrimoine de la République française pour l'année 2010, constitué à plus de 1600 milliards d'actifs non financiers, c'est-à-dire que l'ensemble des bâtiments et des terrains détenus par la République française est évalué à plus de 1600 milliards d'euros, auxquels il faut ajouter les actifs financiers évalués à plus de 800 milliards d'euros. De sorte que l'on peut procéder au bilan du patrimoine de la République française, dont la valeur des actifs s'élève à plus de 2500 milliards d'euros, alors que les passifs, dont la fameuse dette publique, s'élèvent à environ 2000 milliards d'euros. Autrement dit, le solde de ce bilan est positif à plus de 517 milliards d'euros. Cela signifie que si, à un instant donné, la République française vendait l'ensemble de ses actifs et remboursait l'ensemble de ses passifs, il lui resterait dans ses caisses 517,3 milliards d'euros. Alors bien entendu, dans les faits, l'opération n'est pas si simple à réaliser, car vendre la Tour Eiffel, Versailles ou la Corse pose un certain nombre de problèmes. En général, la voie privilégiée par les États pour liquider leur patrimoine, c'est la privatisation. Privatiser, c'est transformer une propriété publique en une propriété privée. Les États, qui détiennent souvent des sociétés ou des entreprises publiques, peuvent les céder, c'est-à-dire les vendre à des propriétaires privés, en les mettant sur le marché. Privatisation qui, en général, entraîne un bouleversement pour la société et pour les personnes qui travaillaient dans ces entreprises publiques, sans pour autant représenter une catastrophe pour tout le monde.
La deuxième manière de se débarrasser de la dette publique, c'est de ne pas la payer. Cet événement, le défaut de paiement, doit être envisagé sous le rapport de la spécificité de l'agent économique qu'est l'État. Il peut prendre plusieurs formes et se déroule selon certaines procédures. Détaillons rééchelonnement et restructuration, ainsi que le recours à la Banque centrale, qui peut parfois être assimilé à un défaut de paiement. La manière la plus simple pour un État de se tirer d'une situation d'incapacité à rembourser est d'introduire un délai dans son échéancier, sans pour autant être un véritable défaut. L'idée est que le créancier reçoive tout de même son argent, mais plus tard. Prenons l'exemple d'un créancier qui posséderait des bons du Trésor arrivant à échéance en 2010. Lorsque l'échéance survient et que le créancier réclame son argent, si l'État n'est pas en mesure de payer, il peut proposer un délai. Et ainsi, lorsqu'en 2015, l'État est à nouveau en mesure de rembourser, il peut le faire. Dans les faits, le défaut total n'existe pas. On assiste toujours à un défaut partiel, c'est-à-dire que l'État ne va rembourser qu'une partie des sommes empruntées. Ainsi, lorsqu'il ne dispose pas des sommes nécessaires à rembourser ce que lui réclament ses créanciers, l'État va devoir décider de restructurer sa dette publique. Restructurer, c'est modifier les sommes remboursées à chacun des créanciers. En général, ces restructurations prennent la forme de négociations entre l'État et les détenteurs de la dette. Négociations qui, le plus souvent, passent par la médiation d'institutions internationales comme le Fonds monétaire international. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les créanciers ont tout intérêt à participer à ces négociations, car c'est leur seule chance de recouvrer une partie des sommes prêtées et de ne pas tout perdre. La restructuration consiste donc à distribuer des sommes inférieures aux créances détenues par les investisseurs. Pour comprendre tout cela, il faut avoir en tête l'idée que l'analogie entre la dette de l'État et celle d'un ménage ou d'une entreprise ne tient pas. L'État est un agent économique d'une autre nature, et les injonctions à gérer celui-ci en bon père de famille manquent souvent de pertinence. Car si le droit peut aider un créancier à récupérer son capital auprès d'un débiteur ne parvenant pas à faire face à ses difficultés financières, nul droit international ne peut contraindre un État à rembourser sa dette. Faire défaut peut en effet relever d'un acte souverain décidé dans l'intérêt général. Le créancier lésé se rappelant alors que tout prêt comporte un risque, et que les intérêts sont là pour rémunérer cette prise de risque. Dans l'histoire, le défaut d'un État sur sa dette n'est pas un événement rare. Voici quelques exemples. La France, l'Allemagne, le Mexique, la Russie, l'Équateur, l'Argentine, et encore plus proche de nous, l'Islande en 2008. La deuxième manière de se débarrasser de sa dette publique sans rembourser la totalité de la somme, c'est de cesser de faire appel à des prêteurs privés réclamant de forts taux d'intérêt et d'emprunter plutôt à la Banque centrale, qui pourra éventuellement financer l'État par création monétaire. Le procédé pouvant générer de l'inflation, il permet en outre de rembourser des sommes inférieures à celles empruntées. L'opération se déroule de la manière suivante. L'État émet des bons du Trésor qu'il propose à la Banque centrale. Celle-ci crée autant de monnaie que nécessaire pour acheter ces bons du Trésor. La Banque centrale verse alors à l'État des sommes d'argent, cette procédure étant assimilable à un prêt, en général à taux nul ou quasi nul. L'État dispose alors des sommes nécessaires, ou bien pour procéder à des dépenses publiques et injecter de l'argent dans l'économie, ou bien pour rembourser une partie de sa dette publique. Mais l'intérêt de cette méthode n'est pas seulement d'avoir des prêts octroyés par la Banque centrale à taux nul ou quasi nul, c'est en fait de pouvoir rembourser aux créanciers des sommes inférieures à celles initialement empruntées, en profitant de l'inflation générée par cette procédure. Cela fonctionne de la manière suivante. L'État, qui dispose d'importantes sommes d'argent que lui a prêtées la Banque centrale, va avec ces sommes inonder l'économie d'argent. Cet argent injecté dans l'économie, ne correspondant pas nécessairement à ses besoins en termes de croissance,
La situation va produire de l'inflation. L'inflation, rappelons-le, c'est une perte durable de pouvoir d'achat de la monnaie, ou une perte de valeur de la monnaie, lorsque celle-ci est frappée d'inflation. Cela signifie concrètement que même si la valeur faciale de votre billet, par exemple 20 €, n'a pas changé, ce que ce billet permet d'acheter a diminué avec l'inflation. Eh bien, il en va exactement de même pour les sommes empruntées puis remboursées par l'État. Lorsqu'un créancier a prêté 1 milliard d'euros à l'État, et donc que celui-ci doit lui rembourser 1 milliard d'euros, l'État lui versera plus tard 1 milliard d'euros, c'est-à-dire la même valeur nominale, comme tout à l'heure notre billet de 20 €, dont la valeur faciale, 20 €, n'a pas changé. Mais la valeur réelle, c'est-à-dire ce que l'on peut acheter avec ce milliard d'euros, a diminué, car la monnaie a entre-temps été frappée de l'inflation. Autrement dit, l'État rembourse moins que ce qu'il avait emprunté, et le créancier perd de l'argent. C'est en ce sens que cette procédure de remboursement peut être assimilée à un défaut de paiement. Retenons qu'un déficit est toujours un rapport entre deux éléments, les recettes et les dépenses. Il est donc logiquement incorrect de dire « il y a un déficit parce qu'il y a trop de dépenses ». Il faut dire « il y a déficit parce que les dépenses excèdent les recettes ». Réduire les dépenses n'est donc pas l'unique moyen de réduire le déficit. On prendra garde ensuite à ne pas se laisser abuser par des analogies fallacieuses entre des agents économiques de nature différente. L'État n'est ni une entreprise, ni un ménage. Il peut choisir ses revenus par l'impôt, il est censé être immortel, il ne peut être mis en liquidation judiciaire, et ses décisions relèvent de la souveraineté juridique et politique. Enfin, pour poursuivre cette réflexion sur la dette publique, il faudrait se poser les questions suivantes. Dans quelles conditions celle-ci a-t-elle été contractée? Pour quelles raisons l'État s'est-il mis à emprunter? Et pour quelles raisons a-t-il choisi tel ou tel moyen pour le faire? Quels en sont les bénéficiaires? C'est-à-dire, qui détient la dette publique? Et qui tire profit de cette rente? Et enfin, à quel type de politique publique le problème de la dette sert-il de prétexte? Quelles sont les politiques publiques qui se construisent pour répondre à ce problème? Car en admettant même qu'il existe un problème de la dette publique, on s'apercevra alors qu'il n'existe aucun lien nécessaire entre le constat d'un problème de